Donc à peu près au bout de 2 heures de boulot, on a ce genre de choses. Euh, voilà, l'aile principale, je vous l'ai déjà montré, mais toutes les petites pièces autour, etc., sont faites sur le même principe, avec, comme vous le voyez, en fait, des triptyques comme ça, avec quelques bracings ou simplement des choses que j'ai rajoutées moi-même, parce qu'en fait c'était aussi rapide quand il y a assez peu d'élévation par rapport au plateau. Donc voilà, ouais, comme je vous le dis, 2 heures. Ensuite, il y a quelque part un petit peu plus de 3 heures d'impression pour moi. Donc ça fait quand même du boulot, on va dire, par rapport à tout ça. Mais voilà, là je crois que cette technique-là, de portant comme ça à 3 branches, euh, c'est celle que je vous conseille. Euh, voilà. Donc, je voulais vous montrer la nouvelle stratégie avec ce que j'appelle les triades là. Qu'est-ce que ça donne en vérité? Voilà, vous voyez que en fait tout se décolle super bien. Ce sont des lights, hein, donc évidemment ça marche assez bien. Là, j'ai tapé dans la caméra, c'est pas grave. Par contre, évidemment, là, il faut y aller un petit peu plus de façon on va dire, plus circonspecte, puisque ce sont des heavy ou des médiums, etc., quoi. Alors, peut-être qu'un jour, je n'utiliserai que des lights, voilà. Mais en gros, voilà. Là, vous voyez que en fait, ça permet, sans avoir beaucoup de support, de gérer assez bien les choses. Et donc, voilà, de quasiment, entre guillemets, réussir à tous les coups, hein. Donc, ça, c'est la porte, voilà. Donc, c'est pour ça que là, je considère que, on va dire, il y a une période qui est passée. Vous voyez que là, bon, il y a tout qui est bien, quoi. D'accord, avec une surface ici qui est bien plane et qui pourra bien coller. Euh, voilà, avec des super rotors. Et donc voilà. Donc en fait, cette pièce-là qui était la wing qui m'avait donné tant de fil à retordre, bon, voilà, je considère que avec cette technique-là, on atteint maintenant quelque chose qui nous permet, on va dire, d'être à peu près systématique dans la réussite. Et donc, voilà. Alors après, la question c'est, est-ce que vraiment j'ai besoin de heavy, de supports plus gros que les supports light? Ça va être une question qu'il va falloir que je détermine, on va dire, si jamais je veux continuer mes expériences. Mais on va dire que pour l'instant, je vais profiter du fait que là, il y a un truc qui marche à peu près. Là, elle est pas sèche celle-là. Donc la technique, c'est quoi? C'est je je passe d'abord dans un premier bain suffisamment longtemps pour que je ne vois plus de résine sur le haut du plateau. Je ferai sans doute une vidéo. Ensuite, je le place dans un wash à peu près pendant 5 minutes, donc 2 minutes 30 dans un sens, 2 minutes 30 dans l'autre. Ensuite, je retourne le plateau dans le wash pour avoir un autre, on va dire, vecteur. Et puis après, je le laisse sécher pendant une nuit. Donc là, il est dans sa phase de séchage. Et après seulement, je le cure. Donc voilà, c'est un petit peu long, mais c'est assez systématique et ça marche bien. Donc voilà, hein, quand on a trouvé un truc qui marche à peu près tout le temps, dans ce cadre-là, eh ben on le garde parce que vraiment, vraiment, faut pas s'écarter du droit chemin. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc effectivement, j'essaye de privilégier les supports light, on va dire, mais il faut pas oublier qu'en fait au départ, il faut vraiment soutenir la chose. Donc les supports light, c'est bien pour maintenir des lignes droites, par exemple, ce genre de choses. Voilà quoi. Mais pour démarrer une pièce et faire en sorte que la résine arrive et que ça s'accroche, que ça ne s'en aille pas, il faut absolument pas utiliser du light. Il faut utiliser vraiment des supports plus importants comme le heavy.
et le médium. Donc vraiment, tous vos points bas, utilisez au moins 0,40 mm de point de contact pour que la chose accroche, quoi. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil par rapport à ça. Alors un petit truc super utile dans Litchi, c'est quand vous avez déjà supporté toute une pièce, etc. là, et puis que vous vous rendez compte que vous avez fait une petite erreur dans la modélisation et que vous changez votre modélisation. Donc là, par exemple, si jamais on regarde bien, vous verrez que ce cadran-là, il dépasse en fait. Donc je voulais le changer, mais pour tout vous dire, ça me gonflait un petit peu de refaire tous les supports. Mais en fait, vous avez un truc qui est déjà prévu pour ça. C'est-à-dire que si jamais vous sélectionnez ceci, vous avez un Object Editor. Soit vous avez updaté le même fichier ici, d'accord, ce que je peux vous montrer ici, puisque en gros, raté, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Là, vous voyez que mon cockpit base est tout à fait beaucoup plus récent que ma scène. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit en fait ce fichier STL, j'ai réexporté le fichier XTL pour en fait corriger ce problème de ce cadran qui dépasse. Et ben, si jamais vous faites juste update file, en fait, vous voyez que là, il m'a réimporté le dernier modèle, donc je n'ai plus ce problème-là. Par contre, j'ai exactement les mêmes supports. Donc, si jamais je clique sur Prépare, j'ai tous mes supports qui sont prêts comme ils étaient auparavant. Donc ça, je pense que c'est très très utile quand on fait des corrections de modèles et qu'on ne veut pas refaire tous les supports. Donc une question qu'on va revoir aussi assez souvent, c'est est-ce qu'on fait des trous, est-ce qu'on fait du holo ou pas? Alors là, ça va dépendre aussi pas mal évidemment de la taille des pièces. Si jamais vous récupérez des pièces que vous n'avez pas designées vous-même, il est possible que ce soit des pièces très pleines, etc. Et dans ces cas-là, vous serez obligé de faire du holo. Mais ça dépend en fait de la pièce, ça dépend aussi de la résine. En fait, mine de rien, comme vous le savez, moi j'utilise que de la résine lavable à l'eau. Et le problème de la résine lavable à l'eau, c'est qu'en fait, elle se nettoie, on va dire, beaucoup moins bien. Elle est beaucoup plus sticky, on va dire. Et la résine lavable à l'eau, quand on fait des trous, et ben en fait, c'est difficile d'être sûr de bien avoir nettoyé l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu réfractaire à faire du hollowing dans mes pièces. Parce que j'utilise de la résine lavable à l'eau. Si jamais vous utilisez de la résine normale, ben pourquoi pas. Alors bon, maintenant, si jamais vous décidez de faire du holo, hein, c'est assez facile dans Litchi, hein, vous avez un truc qui s'appelle holo, etc. La version non professionnelle ne vous permettra que de faire du hollowing 2D. Vous simplement vous sélectionnez une pièce et vous cliquez sur Hollowing On. Vous choisissez l'épaisseur, généralement entre 1 mm, 1 mm 5, hein, si jamais vous voyez, je fais des maquettes avec des épaisseurs de 1 mm, donc voilà quoi. Par contre, infill et pattern, j'ai jamais changé quoi que ce soit. Vous voyez que cette pièce-là, normalement, elle n'est pas hollowée, d'accord. Et puis cette pièce-là, elle l'est. Bon, bah visiblement, ça marche quand ça veut, d'accord. Donc cette pièce-là, elle l'est, et alors donc on peut le voir, hein. C'est que si jamais on regarde effectivement là, vous voyez qu'il y a des trous ronds en bas et que petit à petit l'intérieur du piano il est complètement creusé. Et vous voyez qu'à la fin j'ai un gros trou, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites du hollowing, évidemment il faut avoir des trous en bas, d'accord? Pour qu'il y ait en fait de l'air qui passe et tout ça, et éviter les effets de succion, et surtout pouvoir nettoyer la résine après, quoi. Et puis aussi, généralement, un trou en haut, bah, justement pour permettre qu'il n'y ait pas les phénomènes de pression d'air et que en fait, tout puisse bien s'écouler. Je vous rappelle que comme on imprime à l'envers, ça va s'écouler par là, en fait, etc., quand ça va s'écouler. Donc, donc voilà, trou en bas, le point le plus bas, trou en haut, le point le plus haut, et normalement ça devrait aller pas trop mal. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le hollowing. Alors le dernier point est un petit peu une redite, puisque en fait j'en avais déjà parlé pas mal. J'ai fait une vidéo spécifique dessus, c'est l'anti-aliasing.
Donc déjà, quand on a des surfaces qui sont un petit peu planaires, on va dire, comme assez souvent dans le maquettisme, hein, on a des surfaces lisses et tout ça. Donc vous verrez que en fait toutes les strates d'impression, vous les verrez. Et donc je pense pas qu'on puisse se passer d'anti-aliasing quand on fait quand on fait des maquettes. Et donc le réglage que je vous conseille, c'est le Smooth Surface avec un radius de 2 pixels, un Gray Offset de 30% et un High Definition Anti-Aliasing, hein. Ça c'est le truc hyper important à ne pas oublier, c'est un truc qui fait toute la différence. Après vous pouvez jouer, effectivement, je l'ai aussi dit dans ma vidéo, si vous avez des imprimantes, enfin, des systèmes qui vont à moins de 50 microns, 25 microns, etc., vous pouvez changer un certain nombre de ces paramètres. Mais si jamais vous êtes dans la gamme des 50 microns, c'est à peu près ce que je vous conseille. Et bien voilà. Comme d'habitude, je vais faire un petit peu une section de remerciements. Je vais commencer par Denis Wang. Vous verrez, je ferai des sessions un petit peu de réglage des imprimantes, et des paramètres des impressions et tout ça. Ouais, d'accord, c'est en anglais, mais il y a vraiment, vraiment plein de choses. Il fait aussi des sessions en direct où il supporte des pièces, etc. Donc vous pouvez aller voir ses playlists et tout ça. Donc il y a des playlists sur justement ces sections qu'il fait en live. Bon, alors évidemment, il y a de la pub et tout ça, raté. Euh, mais des sections sur support settings, etc. Je pense que ça, c'est vraiment très bien. Évidemment, autour de Litchi, vous savez que Litchi s'est créé avec des fondateurs français, dont un qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Poly Workshop. Donc, on parle pas mal de Litchi, mais pas que. Et donc, là aussi, c'est pas mal. Donc, allez-y. Je pense que là, il y a aussi des notions de référence qui sont assez intéressantes. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir. Donc le troisième c'est Morgenstern Printing. Voilà, c'est grâce à lui que j'ai acheté mon heater, ma chaufferette dans l'impression 3D, dans l'imprimante 3D et ça a tout changé. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois que je conseillerais à des débutants. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais il faut bien commencer quelque part. Bon, mais Monsieur Denis Wong, c'est vraiment la référence aussi, pour ceux qui parlent anglais.